Bienvenue dans toutes les France, téléphone espionné, boîte mail piratée, conversation enregistrée. Les nouvelles technologies ont-elles mis fin à la confidentialité, voire à la vie privée ? Débat avec nos invités. Alain Boer, bonjour. Vous êtes professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. Vous enseignez également à New York et à Pékin. Vous faites souvent le tour du monde. Auteur de nombreux ouvrages. On va citer le dernier en date. Dernière nouvelle du crime, CNRS Éditions. Merci d'être avec nous aujourd'hui. À vos côtés, Nicolas Arpagian, vous êtes rédacteur en chef du magazine Prospective Stratégique. Vous avez écrit, entre autres, la cybersécurité aux éditions des Pufs, que sais-je. Vous enseignez également à l'École nationale de police. Vous apprenez tout sur la cybersécurité aux commissaires, aux futurs commissaires. En tout cas, merci d'être avec nous aujourd'hui. De l'autre côté du plateau de Toutes les France, Jean-Marc Manac, vous êtes journaliste. Vous avez un blog au sein du site internet du quotidien Le Monde qui s'appelle Bug Brother. Et vous avez écrit récemment un ouvrage intitulé « La vie privée, un problème de vieux con », point d'interrogation aux éditions FIP. Merci d'avoir accepté l'invitation de Toutes les France. Et à vos côtés, Éric Delbecq, vous êtes chef du département sécurité économique à l'INHESJ. On va dire quand même que c'est l'Institut national des études de la sécurité et de la justice. Et vous avez écrit un ouvrage intitulé L'influence ou les guerres secrètes chez Vuibert. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alain Boer, comment on peut définir aujourd'hui cette déferlante de nouvelles technologies dans notre vie privée? D'abord, c'est une déferlante de nouvelles technologies dans tout et qui a des aspects à la fois d'amélioration, d'accélération, d'élargissement de la vie. C'est ce qu'en général les gens voient immédiatement. Et puis un côté noir, sombre, discret, en général écrit au verso encore 6 et à l'envers, comme tous les mauvais contrats, et qui donne un accès, des informations, des capacités de surveillance, de suivi, d'accès à des informations confidentielles et privatives considérables. Et c'est d'autant plus intéressant que ce ne sont pas des logiciels a priori de sécurité, mais ce sont des outils de vie courante, de consommation courante, d'information courante, de recherche de l'information, comme il en existait avant, mais sous une forme non informatique ou non cumulative d'informations, et qu'on n'y prête pas suffisamment d'attention. Ou trop d'attention, puisque ces nouvelles technologies ont suscité l'adhésion du plus grand nombre. Oui, mais au nom de la liberté, du dialogue, de la capacité de converser avec les autres, d'animer des réseaux d'amis, de rechercher des informations plus vite, mieux, parfois moins cher, mais sans se rendre compte du fait que ce partage était aujourd'hui aussi un accès, un trou noir dans le dispositif qui était devenu presque aussi gros en termes d'intérêt pour d'autres opérateurs que les bénéfices de pouvoir commander sur Internet, dialoguer avec ses amis, faire un réseau ou rechercher sur un site de recherche des éléments qu'il aurait fallu des mois ou des années en allant les compulser en format papier dans une bibliothèque. Nicolas Arpagian, ça ne faisait pas partie du pacte, finalement, du contrat au départ entre ces technologies, ces réseaux et les citoyens de pouvoir aussi donner, avoir leur vie privée et leurs détails? En fait, ce n'était pas exprimé. Simplement, il faut garder à l'esprit que ces technologies ont deux caractéristiques essentielles. C'est que quand vous faites de l'informatique, il y a forcément des traces. C'est-à-dire que autant une conversation que je peux avoir avec Alain Boer, elle va s'évaporer, elle va se détruire au même moment où on se tient. Pas celle, parce qu'effectivement, elle est captée. Oui. Par contre, nos communications numériques laissent des traces avec un point d'entrée, un point de sortie et des opérateurs qui ont l'intégralité des données. Alors, quelquefois, ils ont juste ce qu'on appelle les métadonnées, c'est-à-dire le point d'émission, le point de réception, la date, l'heure, la localisation, et également, lorsqu'il y a une interception, ils ont le contenu. Par contre, ça, c'est la première caractéristique, c'est-à-dire tout ce que nous faisons sur Internet, tout ce que nous faisons dans les télécoms laisse des traces. Reste à savoir si elles sont enregistrées, décryptées par des tiers, sans qu'on en soit informé. La deuxième chose, c'est le modèle économique, c'est la gratuité. C'est-à-dire que pour beaucoup de ces prestations que vous évoquiez, votre compte Facebook, la messagerie Gmail, le fait d'utiliser tel ou tel service, dans la vie physique, dans la vie réelle, vous auriez payé pour avoir un agenda,
pour avoir un système, vous mettez un timbre quand vous postez une lettre. Là, en l'occurrence, on est fondé sur l'économie de la donnée. Alors, On paye l'abonnement à Internet. en tout cas, on paye la connexion, et encore, c'est pas forcément le plus coûteux, et puis on s'aperçoit que dans certaines circonstances, on vous l'offre. Si vous allez dans un square de la ville de Paris, il vous sera offert. Si vous allez dans un McDonald's, il vous sera offert. Si vous allez ainsi de suite dans des grandes chaînes, c'est un accessoire. Par contre, ce qu'il n'était pas dit, c'était que cette donnée devenait le carburant d'une économie et qui a besoin pour s'alimenter d'avoir une exhaustivité. Et c'est vrai qu'effectivement, les gens, soit par naïveté, soit par inconséquence, soit parce qu'on ne leur a pas transmis les éléments, n'ont pas eu cet élément de décision qui leur faisait dire « mais au fait, quand j'utilise Facebook, qui est-ce qui paye ?» Éric Delbecq, ces données, ce carburant n'intéresse pas seulement l'économie, mais aussi des États, des puissances, dans le cadre d'une guerre globale pour l'information. Oui, ça intéresse tout le monde. La question, c'est que ça n'intéresse pas tout le monde depuis quelques jours, quelques mois ou quelques années. Ça a toujours intéressé tout le monde. Et ce qu'il y a d'un petit peu facétieux dans tout cela, c'est qu'on semble découvrir quelque chose qui en fait est très vieux. L'exemple du moment, c'est cette affaire Prism. On a changé le nom, mais c'est une vieille rengaine. Il y a de ça quelques décennies, on appelait ça le réseau échelon. C'était également un réseau d'écoute et ça n'a pas de caractère de radicale nouveauté. Maintenant que les puissances, entre elles, puissent s'espionner, recueillir le maximum de données sur des éléments de puissance militaire, technologique, industrielle, tout ça est très vieux et n'a pas de caractère provoquant cette espèce de mouvement des esprits qu'on voit actuellement. Il y a peut-être une prise de conscience du citoyen lambda, j'allais dire, qui est plus importante aujourd'hui. Alors peut-être une prise de conscience, mais surtout une quantité de données, une nature qui a profondément changé par rapport au passé. Et de ce point de vue-là, on ne souligne pas assez qu'on ne vit pas tellement dans un climat d'idéologie sécuritaire que de société de surveillance. Quelle est la différence entre les deux? C'est que nous participons tous à la société de surveillance et que dans cette société de surveillance, quand on s'appelle Google, Amazon ou d'autres géants de l'Internet, on est tout autant intéressé par ces données qu'un État et on a tendance, entre guillemets, à surveiller les consommateurs comme les États pourraient surveiller les citoyens. Donc chercher derrière une espèce de théorie du complot est sans doute une mauvaise solution. Jean-Marc Manac, est-ce que la vie privée reste protégée selon vous? Reste protégée. On peut apprendre à la protéger, mais par défaut, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, ce qu'on appelle les GAFA, les gros opérateurs, Google, Facebook, etc., leur modèle économique, c'est d'analyser ce que font leurs utilisateurs, donc de surveiller les utilisateurs. Ce que révèle Edward Snowden, Glenn Greenwald, avec les révélations autour de la NSA et du GCHQ, qui est le service de renseignement britannique, qui est très actif avec la NSA dans la surveillance et l'espionnage des télécommunications, c'est qu'ils ne surveillent pas que les terroristes islamistes, ils surveillent tout le monde. Oui. Et une des choses qui était le plus étonnant dans les révélations Snowden, c'était le fait que la NSA et le GCHQ pirataient des applications mobiles type Angry Birds. Pourquoi? Parce que avec ces applications qui laissent un accès au carnet de contact des utilisateurs, et comme c'était énormément utilisé par énormément de gens, le fait de pirater ce genre de logiciel très utilisé permet à la NSA et au GCHQ de pirater les contacts téléphoniques de tous les utilisateurs. Et la nouveauté là-dedans, c'est qu'au lieu de se focaliser sur des méchants ou des présumés suspects, ils essayent d'espionner absolument tout. Et là, on change vraiment d'échelle. Alors justement, comment la NSA nous espionne-t-elle? Regardez. L'image est furtive. L'ambassadeur américain remonte dans sa voiture et quitte le Quai d'Orsay où il était convoqué. Sommé de s'expliquer sur l'espionnage massif de citoyens. L'image est furtive. L'ambassadeur américain remonte dans sa voiture et quitte le Quai d'Orsay où il était convoqué. Sommé de s'expliquer sur l'espionnage massif de citoyens français par les États-Unis. En visite à l'étranger, Jean-Marc Ayrault se dit choqué. C'est invraisemblable qu'un pays ami
qu'un pays allié comme les États-Unis puisse à ce point aller jusqu'à espionner autant de communications privées qui n'ont aucune justification stratégique, aucune justification de défense nationale de la part des États-Unis. Donc il faut que les États-Unis répondent. Les chiffres donnent une idée de l'ampleur de l'espionnage pratiqué en France. Rien qu'entre décembre 2012 et janvier 2013, en un mois, plus de 70 millions d'enregistrements téléphoniques ont été collectés par la National Security Agency américaine. Visés en premier lieu, des individus suspectés d'activités terroristes, mais aussi certains milieux d'affaires, du monde politique ou de l'administration. Les SMS sont interceptés quand ils contiennent certains mots-clés. Les appels quand ils visent certains numéros. Au final, SMS, conversations et historiques sont conservés. Aujourd'hui, les mots-clés que la NSA cherche à trouver sont plutôt les mots-clés de type armée, CIA, attaque, virus, propagande, pandémie, ce qui leur permet justement de pouvoir collecter l'ensemble des informations dont ils ont besoin. Pour espionner le monde entier, les États-Unis interceptent les communications qui transitent par ces câbles sous-marins, véritables autoroutes de l'information en fibre optique déposées au fond de l'océan et par lesquelles transitent 99% du trafic mondial d'Internet. Autre méthode d'espionnage électronique, les mails, documents et vidéos qui transitent par les serveurs des géants d'Internet, tous américains. Des données stockées dans d'immenses centres comme celui-ci dans l'Utah, un centre qui a coûté à lui seul 2 milliards d'euros. Alors peut-être un exemple de ce que véhiculent les médias qui n'est pas forcément conforme à la réalité. Il est évident que quelqu'un qui a envie de commettre un crime va parler ouvertement dans un mail de la CIA ou sur son SMS. Vous en êtes d'accord, Alain Bauer? Je vais commettre un crime le 28 et va utiliser tous les termes. À 14h22, et si la police pouvait venir à 14h21, peut-être que je ne le commettrais pas. Et va utiliser donc je tous les rappelle termes. que durant la guerre, Oui. Radio Londres publiait des informations totalement ouvertes permettant aux responsables de la résistance de faire leurs attentats et aux Allemands de ne pas comprendre ce qui se passait. Bon, tout ça est d'un grand ridicule. Alors il y a des choses vraies. Hein. Alors qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans ce reportage formidable? Sur les quantités, sur les passages des câbles sous-marins, c'est un sujet qu'on ignore souvent et qui est très important, sur la capacité de récupération des données et des métadonnées qui existent sur des serveurs du commerce. Et encore, on ne donne qu'une liste très partielle, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont relativement importants. Mais le côté mots-clés fait partie des rigolades de l'ensemble du monde du renseignement. Voilà, s'il suffisait de dire Clinton, Ben Laden, Kalachnikov pour se faire prendre, ça fait très longtemps qu'ils disent chocolat, mousse à raser et petits oiseaux. Et dans chocolat, mousse à raser et petits oiseaux, il est assez difficile de trouver un mot-clé qui réveille qui que ce soit dans le système. Le logiciel ne fait pas encore la conversion de CIA à mousse à raser. Non, parce que le logiciel, il est la création du concepteur. Et le concepteur, il voit ce qu'il connaît, pas ce qu'il ne connaît pas. C'est pour ça que la pêche au chalut, ça permet de récupérer à peu près tout et n'importe quoi, et que le passage du prêt-à-porter visant à savoir tout sur tout le monde amène à avoir tellement d'informations qu'en fait on n'en a aucune. Oui. Et que d'ailleurs, quand M. Kess-Alexander est auditionné à la commission du Sénat américain du renseignement, où les relations entre la présidente et la CIA semblent assez dégradées ces temps-ci, et la première question qu'il est posée, il dit, bon, et tout ça a-t-il servi à quelque chose en matière de lutte antiterroriste? Car je le rappelle, tout ça est fait pour la lutte contre le terrorisme. Soi-disant. Et rien d'autre. Oui. La réponse de Kess-Alexander, ah oui, des dizaines d'opérations contre les États-Unis ont été arrêtées. Il dit, bon, bah, vous nous feriez bien une petite liste. 15 jours se passent, il revient et il dit, en fait, une petite douzaine. Oui, mais la petite liste, il revient, il dit peut-être une et encore, on n'en est pas sûr. Voilà. Le problème de tout ça, c'est que c'est extraordinairement efficace quand je sais ce que je cherche pour tout savoir de vous. Ce que vous mangez, vos orientations sexuelles, ce que vous lisez, vos amis, là où vous allez au cinéma, les livres, tout. Mais quand je ne sais pas ce que je cherche, je trouve que les terroristes sont assez rarement avec une petite carte de visite en train de vous donner leurs données et leurs métadonnées et de vous expliquer que ça serait bien qu'ils soient surveillés, des fois qu'ils fassent quelque chose. Eh bien, je ne trouve rien. Et la démonstration terrible de cette affaire, c'est que tout ça sert à tout, sauf à ce pourquoi officiellement ça a été créé. C'est-à-dire la lutte antiterroriste. Jean-Marc Manac, vous sembliez mettre en doute une autre information de ce reportage sur l'ampleur de l'enregistrement des télécommunications, 70 millions d'enregistrements, mais non, c'est 70 millions en France, et en fait, c'est pas 70 millions de télécommunications qui ont été espionnées en France par la NSA, c'est 60 millions de métadonnées qui ont été confiés par les services de renseignement français, qui ont été partagés par les services de renseignement français à l'étranger. Oui. Enfin, à l'étranger, qui ont été captés à l'étranger par les services de renseignement français et qui ont été confiés à la NSA.
C'est une grosse captés différence. à l'étranger, donc Ouais. hors. En Afghanistan, sur des théâtres de guerre, la France dispose de tout un réseau qui a été surnommé Frenchlon, d'espionnage des télécommunications satellites notamment. On soupçonne la France, mais on n'a pas de preuve qu'elle espionnerait également certains câbles sous-marins, comme le fait le GCHQ. Mais le volume de données interceptées concernant des Français, qui est fait essentiellement au Royaume-Uni, notamment dans les câbles transatlantiques, plus dans les stations d'écoute et d'interception du réseau Échelon, on ne connaît pas en fait le nombre de communications espionnées visant spécifiquement des Français. Et donc ça, c'est une précision importante parce que ça voudrait dire que les télécommunications dont vous parlez sortent de tout cadre légal, puisque... Les services de renseignement, leur métier, c'est de faire des choses qui sont illégales à l'étranger. Non, en France, il y a des règles, notamment pour ce qui est des écoutes administratives. On peut demander à écouter. Mais là, les différents 70 opérateurs. millions de métadonnées, Là, non. les 70 millions de métadonnées auraient été captées à l'étranger, pas en France, pas sur le territoire Et français. quelles sont vos La sources sur DGSE ce- n'espionne pas les Français en France. Ouais. Ça, c'est le boulot plutôt de la DCRI, qui est l'ancienne DST. D'accord. Mais en utilisant parfois les moyens de la DGSE. Exact. Nicolas Arpagien. D'un autre côté, il ne faut pas non plus être naïf. C'est-à-dire que quand on dit la France écoute, toute économie moderne, tout pays développé ne peut pas envisager d'assurer la sécurité de ses intérêts stratégiques s'il n'y a pas un volet de renseignement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, lorsqu'un événement survient, ce que demande même l'opinion publique, c'est de dire éclairez-nous, qu'est-ce qui se passe? On voit bien, ça fait une semaine qu'un avion a disparu des écrans radars. Ça nous semble aujourd'hui complètement anachronique de se dire on ne sait pas aujourd'hui ce qu'un avion de ligne grand public a pu faire dans une zone qui, a priori, est quand même quadrillée par des systèmes radars. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'économie développée qui n'ait pas son système de renseignement. Alors après, la difficulté, c'est la capacité à être un partenaire, et c'est normal que la France soit un partenaire des États-Unis. La seule chose, et on l'a bien vu avec les révélations concernant les écoutes d'Angela Merkel, c'est qu'après, comme le disait Alain Bauer, si on invoque le terrorisme et la lutte contre le terrorisme et qu'on écoute le portable de la chancelière allemande, l'argumentation et la justification du terrorisme ne tient pas. Et c'est donc là où on voit bien que... Sauf si elle est en contact avec quelques présidents étrangers qui peuvent être eux-mêmes à l'origine... Oui, mais de là à écouter le téléphone personnel de la chancelière de la République fédérale, ça paraît quand même un peu disproportionné. Donc l'idée étant surtout de se dire, on voit bien que cet arsenal, cette capacité d'écoute et d'interception a d'autres vocations. Et il faut garder à l'esprit enfin que pour des économies démocratiques, le nerf de la guerre, c'est effectivement c'est l'emploi, la croissance et c'est la fiscalité. Et donc, une fois que vous avez ce système d'écoute et d'interception, ce serait presque gâché que de ne pas le mettre à disposition des véritables intérêts stratégiques d'un pouvoir politique qui est l'élection et qui est le renseignement économique. Éric Delbecq. Il y a deux choses qui me paraissent importantes aussi quand on voit ce type de reportage et quand on prend le cas des États-Unis. Finalement, les États-Unis sont contestés sur deux points importants, un point de légitimité et un deuxième point d'efficacité. Je vais commencer par le deuxième. Le point d'efficacité dont Alain Bauer parle souvent, c'est le fétichisme technologique ne répond pas à tout. Et il y a quelque chose d'assez inexact dans le fait de penser qu'un programme de surveillance totale va permettre de gérer la menace. Et ça, c'est dû à une vieille histoire aux États-Unis, monté au départ par un amiral qui s'appelle Poindexter, qui, traduit en français, donne un programme de conscience mondiale totale, c'est-à-dire qu'on pourrait savoir tout ce qui se passe à la surface de la planète, qu'on pourrait gérer les menaces. Là, il y a un problème global sur la conception de la menace et de sa réponse, et il y a un problème de légitimité, c'est qu'on suspecte effectivement les États-Unis de vouloir créer un système de surveillance mondiale dont l'antiterrorisme n'est qu'un prétexte, alors que l'idée serait de surveiller tout le monde, y compris ses alliés, ce qui serait profondément choquant, et donc d'être défiant et d'être menteur. Et là, il y a effectivement le nœud d'une querelle et d'une polémique. Et quel est votre avis? Par définition, je suis un réaliste, c'est-à-dire que je pense que les États sont les États, que les États-Unis font comme feraient d'autres États, à partir du moment où ils ont la puissance de le faire. Ce qu'on ne remet pas en perspective, c'est que depuis la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'Union soviétique, les États-Unis se conçoivent comme une puissance globale qui a tous les droits et comme la seule puissance authentiquement souveraine. Donc ils font ce à quoi les porte leur relatif isolement dans la puissance. Mais c'est de l'analyse géopolitique, ce n'est pas du jugement moral. Alain Bauer, on parle de cette ampleur des enregistrements, des écoutes, mais comment ça se passe concrètement? Est-ce que tant de moyens sont mis à disposition Oui, les États-Unis d'un côté et le big data de l'autre, le GAFA et quelques autres, ont investi des dizaines, des centaines de milliards de dollars dans des serveurs de plus en plus sophistiqués, des logiciels de plus en plus sophistiqués, car ce n'est pas seulement la masse, c'est aussi la qualité du choix. Quand vous utilisez
un dispositif de recherche d'informations, vous êtes étonné du nombre d'informations que vous recevez. Mais vous êtes là dans un dispositif grand public. Si vous utilisez un dispositif privé, le raffinement et le raffinage de l'information que vous recevez, au lieu d'avoir 8 millions d'entrées, dont 7 999 000 ne vous servent à rien, et donc au bout d'un moment, et elles vous arrivent en plus selon des critères qui sont le nombre de fois où l'entrée a été demandée ou celui qui a payé pour qu'elle remonte, là vous avez des outils d'une rare efficacité. Avec énormément de personnes qui travaillent pour analyser, pour décrypter. Alors c'est le paradoxe, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça. Oui. Ils ont beaucoup de collecteurs d'informations, mais relativement peu d'analystes, parce que les logiciels ont aussi servi dans l'analyse. Et une des failles de la logique Poindexter, comme une des failles des directives Clinton des années 90, qui ont créé le tout électronique, car il se trouve que les agents de renseignement n'étaient pas tous parfaitement baptisés et pas tous des premiers de la classe sur les valeurs morales baptistes qui étaient censés être le critère, c'est qu'ils ont éliminé quasiment tout leur renseignement humain. En éliminant le renseignement humain, ils ont perdu beaucoup dans la collecte et énormément dans l'analyse. La reconstruction des outils d'analyse est également passée par le logiciel et le tout informatique. C'est le deuxième écueil de cette affaire, c'est qu'à la fois surveiller tout le temps, tout le monde tout le temps ne sert à rien dans la réalité, mais en plus ne pas avoir les moyens de savoir ce qui est important par rapport à ce qui est secondaire, ne pas avoir les moyens humains de faire du décryptage et de l'analyse, donne évidemment crée des conditions de déchets immenses et d'informations inutiles dont il faut bien faire quelque chose, car il faut justifier qu'on existe, et qui se transforme en renseignement économique, en renseignement politique, en renseignement social et en surveillance généralisée, pour justifier un certain nombre de crédits et de budgets. Mais ça représente des investissements historiquement considérables. Ils ont d'ailleurs très largement dépassé. Le budget de la NSA est supérieur à celui de l'ensemble des agences publiques de renseignement. Nicolas Arpagian, je sais que vous vouliez rajouter quelque chose, mais la question est de savoir, au-delà de ces grandes agences de renseignement qui ont des budgets colossaux, il semble aujourd'hui qu'il y ait des entreprises privées, des opérateurs qui participent aussi de cet espionnage mondial et de la part du citoyen, une forme aussi de suspicion maintenant, quand on sait que votre opérateur peut donner les informations vous concernant, l'opérateur téléphonique par exemple, que le site internet sur lequel vous surfez peut également donner vos infos. Alors comment on peut réagir à cela? Alors effectivement, et c'est en complément de ce que dit Alain Bauer, c'est qu'on voit bien qu'au-delà des forces étatiques, les États-Unis ont le privilège d'avoir su et faire émerger des acteurs économiques leaders. Quand vous avez comme alliés Microsoft, Google, Facebook, LinkedIn, Twitter, vous avez la capacité de leur soumettre votre droit. Lorsque Marissa Mayer, la présidente de Yahoo, dit clairement et officiellement « si je ne respecte pas la loi américaine, c'est de la trahison », vous voyez bien qu'entre les intérêts commerciaux de ces annonceurs, de ces utilisateurs qu'elle pourrait penser devoir préserver de prime abord et le respect de la loi de son pays, elle va appliquer en priorité la loi. Donc c'est vrai que pour des apprentis libéraux comme nous, c'est-à-dire nous on s'est bercé d'illusions en disant c'est le client qui sera le premier servi et le mieux servi. Et il s'avère en fait que les Américains nous confirment que l'autorité de l'État aux États-Unis, ça a du sens. Pourquoi? Parce que la loi américaine précise, et c'est quasiment des injonctions de l'État. Alors en fait, c'est un des apports d'Edward Snowden, c'est-à-dire de nous apprendre que Prism dit vous vous appliquez à partir du moment où 51% de votre capital est détenu par des capitaux américains. C'est-à-dire qu'effectivement, la localisation de l'entreprise, la nature de l'identité des dirigeants est secondaire. Ce qui compte, c'est à qui tu appartiens. Et donc, effectivement, on va s'apercevoir qu'un peu partout, des entreprises prestataires, parce que, comme l'a justement dit Barack Obama, ce n'est pas notre faute si on est bon. C'est-à-dire que si nos services sont utilisés parce qu'ils ont des qualités, ils rendent des services. Et donc, effectivement, on s'aperçoit que la frontière entre le monde militaire, le monde civil, le monde de la défense et de la sécurité tel qu'on les concevait deviennent obsolètes parce qu'on peut s'apercevoir que la messagerie Google, qui est éminemment civile, peut servir à des renseignements qui peuvent être utiles à l'administration américaine, mais que également des appareils de renseignement peuvent puiser dans ces bases de données commerciales. Alors vous insistez sur l'exemple américain, mais Eric Delbecq, est-ce qu'en France ça peut être pareil? Je vais dire pas tout à fait, parce que déjà, la capacité des élites à se coordonner entre elles, politiques, militaires, économiques, n'est pas de même nature qu'aux États-Unis. Peut-être, sans doute, cette connivence est-elle moins facile, alors qu'aux États-Unis... Elle peut exister. Elle peut exister, mais... Les grandes entreprises, les opérateurs téléphoniques, Sans doute pas, enfin en tout cas c'est un avis très personnel, mais oui. comme dit l'autre, c'est mon avis et je le partage.
pas avec le même degré d'efficacité et sans doute de danger pour les libertés individuelles que ça peut être le cas aux États-Unis, où souvent on note assez peu que certains produits d'exportation, comme le libéralisme économique ou le respect des libertés individuelles, vous voyez, voilà, chez nous c'est bien, mais chez les autres, c'est pas tout à fait aussi exigeant. Il n'est pas nécessaire que ce soit respecté de la même manière. Donc je pense encore qu'il y a un exemple américain qui est spécifique, comme sans doute ce serait le cas en Chine ou dans d'autres pays. Donc là, il y a une vraie spécificité nationale. Jean-Marc Manac, sur la France, puisque vous connaissiez les rouages, en tout cas de l'espionnage à l'extérieur, des conversations et des La communications. DGSE, dont une partie des effectifs est dédiée au renseignement technique, ce que fait la NSA, c'est entre 2500 et 3000 personnes. La NSA, c'est entre 35 et 45 000 personnes. C'est pas du tout le même budget. Les lois et les pratiques sont pas du tout les mêmes. Le réseau de télécommunications en France n'est pas du tout le même qu'aux États-Unis. Et s'il y avait des tentatives de coopération de la part d'entreprises privées françaises avec la DGSE, ça se serait beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Parce qu'on a un réseau qui est très décentralisé, qui fait appel à énormément d'opérateurs. C'est beaucoup plus centralisé aux États-Unis. Et moi, ça fait des années que je travaille un peu sur ces questions et j'ai pas vu de collaboration d'entreprises françaises de façon aussi massive. Maintenant, après, dans le cadre d'enquête, d'interception administrative, oui, bien sûr qu'il y a des Français qui sont écoutés à la demande des services de renseignement. C'est la loi, mais de même que les pratiques aux États-Unis sont couvertes par la loi, mais apparemment la NSA essaie de contourner le FISA. Et c'est clair que dans la tradition du renseignement, ce que disaient plusieurs interlocuteurs tout à l'heure, c'est les États-Unis font du massif. Nous, on y va plutôt, on va harponner, quoi. Telle ou telle personne, c'est pas de la même ampleur. Là, je parle sur le territoire français. Après, sur des théâtres d'opérations, notamment militaires, bien sûr qu'en Afghanistan, ils vont essayer d'espionner absolument toutes les télécommunications, comme ça peut se passer dans d'autres pays, ou à côté de la Syrie, parce que là, il y a un peu moins de télécommunications et que c'est des pays en guerre. Petite précision qui est aussi importante, c'est qu'on ne note pas qu'il y a une spécificité du financement de cette nouvelle économie aux États-Unis, d'ailleurs un peu avant les années 90, c'est que des organismes liés au complexe de sécurité nationale américain, notamment la DARPA, qui est un organisme lié à la défense, à la sécurité nationale américaine, a arrosé, nourri l'ensemble de cette économie numérique que nous voyons aujourd'hui. Il y a des liens historiques très forts et ça a joué. C'est pas la même chose. Internet, car Internet s'appelait DARPANET. Exactement. Bon, donc l'histoire, ça compte aussi. Juste une petite précision quand même, c'est qu'il y a quelques années, Bernard Barbier, qui était le directeur technique de la DGSE, en charge des grandes oreilles de la DGSE, avait dit qu'ils avaient fait beaucoup d'efforts ces dernières années, qu'ils étaient en top 5 des pays les plus en pointe en matière d'interception et télécommunications, avec la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Russie, la Chine et Israël. Donc il y a des grosses capacités, mais maintenant c'est pas la même ampleur et c'est pas les mêmes cibles. De toute façon, il n'y a pas de souveraineté. Il est normal dans les pays que cite Jean-Marc Manac. Ce sont des pays qui ont des traditions de défense, d'industrie de défense. Et c'est un élément de la souveraineté, d'avoir cette maîtrise technologique. La seule chose, c'est que, vu la modestie quand même de ces moyens financiers, à cause des restrictions budgétaires, le fait aussi que des choix techniques ont été faits où ce n'était pas forcément dans les priorités de l'agenda politique, il est normal d'avoir que des grandes puissances investissent ces terrains-là. C'est vrai que, par contre, c'est aussi un des éléments, et on le voit bien quand on envisage après de rechercher l'identité, la nationalité des prestataires techniques que l'on va utiliser, on essaye de voir quels sont ceux auxquels on va pouvoir accorder notre confiance. Et c'est pour ça où effectivement la maîtrise du capital et la maîtrise des techniques est un élément de différenciation. Mais je crois qu'une partie du problème, en fait, c'est moins l'évolution des technologies, la pulsion irrésistible au renseignement, à la surveillance, à la connaissance des phénomènes, etc., que le fait d'avoir sombré sciemment et volontairement dans l'illégalité. Car, en fait, pendant de très nombreuses années, et particulièrement aux États-Unis, le Congrès a voté des textes très intrusifs, notamment après le 11 septembre, qui permettaient beaucoup d'opérations de renseignement. Et malgré l'intrusivité de cet élément, malgré le secret d'une partie des décisions qui pouvaient être faites par des simples lettres de renseignement national, etc., malgré tout ça, la NSA sciemment a contourné la loi, violé la loi, comme est en train de le faire la CIA, parce que c'est quand même rare que la présidente de la commission du renseignement du Sénat prenne la parole en session plénière, pas en session secrète, devant tout le Sénat pendant 25 minutes pour expliquer que la CIA espionnait et détruisait des documents à l'intérieur même des fichiers de la commission qui est chargée de la contrôler. Ça, c'est jamais arrivé. En plus, dans une administration démocrate, avec une sénatrice démocrate prenant à témoin le président démocrate qui a nommé
vous conservez le directeur de la CIA. C'est un événement. Il passait totalement Au fin de la inaperçu. protection de la CIA, bien sûr, c'est présenté comme tel, non? Non, il dit en fait c'est la commission, alors c'était extraordinaire, la commission du renseignement du Sénat a espionné la CIA. L'argumentation de la CIA est un moment d'anthologie historique pour tous ceux qui écrivent une histoire du renseignement. Et tout ça se fonde d'enquête sur les révélations sur la torture, Sur la torture. l'ampleur de la torture perpétrée par la CIA. Elle mérite une épitaphe historique, ça, une page complète rien que pour cette déclaration-là, elle vaut son pesant de cacahuètes. Et le problème c'est ça, c'est le fait que malgré des textes extrêmement intrusifs, un contrôle faible, dans un État qui a une tradition depuis le Watergate de tentatives de reprise de contrôle de ces organismes de renseignement, et bien malgré tout ça, la NSA, malgré son budget, malgré ses capacités, malgré le secret de ses délibérations, malgré le fait que la Cour suprême elle-même est embringuée dans cette affaire en ayant désigné le patron de la Cour secrète qui est en charge du contrôle du renseignement et des lettres de renseignement national, malgré tout ça, la NSA quand même ne peut pas s'empêcher d'entrer dans l'illégalité. Parce que c'est la nature même de cette organisation, d'être dans les opérations secrètes? Non, parce que c'est la nature même de la pulsion technologique de faire des tentatives, d'essayer, et sur la théorie qui est si ça passe, ça passe, et quand on se fera prendre, il sera de toute façon trop tard. Et nous avons paradoxalement les mêmes problèmes. Parce que même s'ils ne sont pas de la même ampleur, même s'ils ne sont pas de la même capacité, même si on n'a pas les mêmes moyens, on a les mêmes pulsions, avec deux problèmes. D'abord, nous n'avons pas de véritable outil de contrôle du renseignement. La France est en retard, non seulement d'une loi, mais d'un outil. Alors on Même fait s'il y a aujourd'hui un oui, contrôle oui, sur les il faut financements. souligner que depuis Rocard, il y a eu une première tentative. Sarkozy a mis en place la fameuse délégation parlementaire, mais enfin, c'est une délégation parlementaire symbolique. L'intérêt général, pas public. l'intérêt général est d'en faire une délégation parlementaire qui fasse son travail, qui le fasse avec toutes les règles du secret, il n'y a pas de problème, mais aussi avec des garanties dans la dénonciation d'eux. Il y a une commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité administrative, mais il n'y a toujours pas d'outil qui va contrôler la future plateforme nationale des interceptions judiciaires dont on vient de voir au cours des derniers jours, du point de vue des avocats et pas du point de vue des protagonistes, et d'un truc qui date de 2003, donc ça n'a rien à voir avec et pour une affaire qui n'avait rien de politique, c'est une affaire de viande avariée, à quel point le secret de la relation avocat-client avait été totalement foulé aux pieds, et pas par le Conseil constitutionnel ou par le gouvernement, mais par la Cour de cassation elle-même. Donc il y a un problème du législateur, il y a un problème de la loi, il y a un problème de contrôle de l'application de la loi. Les Américains ont montré à quel point la loi, quand elle existait, pouvait être contournée, mais qu'au moins on avait un indice d'écart entre le respect de la loi et son irrespect, et que ça pouvait se retourner contre leurs auteurs. La France est en retard de ce point de vue-là pour éviter la pulsion irrésistible du jour où ils auront un peu plus d'argent. Mais le retard est aussi dû au fait que les technologies avancent plus vite que la loi, forcément. Non, mais là, on n'a pas de loi du tout, même si on a des technologies depuis longtemps, parce qu'on ne voulait pas en avoir. Nicolas, une des explications aussi, c'est que la France a des problèmes avec sa politique de renseignement. C'est-à-dire que quand vous allez en Grande-Bretagne, quand vous allez aux États-Unis, le métier de renseignement est considéré comme l'aristocratie des activités. En France, très sincèrement, c'est toujours « ne m'en parlez pas, faites-moi une note sans papier en tête, je vous reçois dans mon bureau, mais nuitamment, et ce ne sera pas inscrit à l'agenda ». C'est-à-dire que le problème aussi, c'est qu'il n'y a pas une politique assumée, valorisation tant d'ailleurs des individus, avec des carrières, avec des distinctions, que le fait de prendre en compte un côté un peu désinhibé pour dire après tout, il faut du renseignement. Parce que c'est ce que veut l'opinion publique quand un drame survient, qu'on lui dise bah oui, parce qu'effectivement on connaît cette famille, on connaît cet écosystème. Donc les gens sont quand même demandeurs de renseignements. Il ne faut pas être naïf et candide de manière démesurée. La seule chose, c'est quitte à ce qu'il ait lieu, ce renseignement, il doit être encadré. Et donc on ne peut pas se passer l'un de l'autre. Il serait vain de dire et dangereux de dire on ne fait pas de renseignement. Par contre, que celui-ci soit contrôlé, soit encadré, c'est ce qui est souhaitable. Comment est-il possible de se protéger contre ce Big Brother? Regardez. Chefs de l'État ou ministres, ils sont comme nous, accros à leur téléphone portable. Sauf que la teneur des messages peut vite devenir ultra confidentielle et intéresser des oreilles indiscrètes. Les dernières révélations sur la NSA, l'agence de sécurité américaine, montreraient que même nos alliés nous espionnent. Écoute, cyberattaques, virus, comment la France se protège-t-elle ? Il est l'ombre du président, l'aide de camp de François Hollande. Dans la mallette dont il ne se sépare jamais, comme ici aujourd'hui à Bruxelles, les codes pour une frappe nucléaire et un téléphone crypté. L'appareil est utilisé exclusivement pour les conversations sensibles.
le chef de l'État sait qu'il est une cible potentielle. Je vous assure que, notamment pour les affaires les plus délicates, tout est sécurisé. Pourtant, même les lieux les plus sécurisés du pouvoir n'arrêtent pas les espions. L'Élysée a été la cible d'une cyberattaque durant l'entre-deux-tours de la dernière présidentielle. Une attaque déjouée, mais qui a relevé le niveau d'alerte des services de sécurité. Les procédures sont drastiques. Au cours des déplacements du chef de l'État, ses services sécurisent les pièces où il va travailler. Grâce à des outils perfectionnés, ils détectent la présence de métaux suspects qui peuvent être des micros ou des caméras espionnes. Un second appareil repère ensuite les fréquences étrangères dégagées par d'éventuels micros ennemis. L'espionnage ne vise pas que les grands de ce monde, il cible aussi les milieux économiques. Là aussi, la guerre fait rage. Cette société de sécurité traque les espions pour les grandes entreprises. Dans ce genre d'endroit peuvent être installés des micros sous les faux plafonds, dans les boutons électriques, poussoirs ou dans les prises électriques elles-mêmes. Ensuite peuvent être installés des micro-émetteurs, récepteurs. C'est ce petit appareil qu'on dissimule très facilement. Cette sécurité a un prix. Assainir ou dépoussiérer une pièce, comme on dit dans le jargon, coûte plusieurs milliers d'euros.